Bonjour, ce cours intitulé Les théories linguistiques s'intéresse ou s'adresse plutôt à des étudiants de premier niveau pour s'initier à la linguistique générale. D'ailleurs, ce titre de ce cours intitule Initiation à la linguistique générale. Donc c'est juste initiation. D'une manière générale, ce cours, nous avons les grands axes suivants. Alors on va commencer d'abord par définir qu'est-ce que la linguistique, puis parler un peu du langage. Ensuite, on va un petit peu parler des grandes théories, ou plutôt les grandes écoles de la linguistique générale, à savoir Saussure et le structuralisme, l'école de Prague, et puis enfin théorie générative ou la linguistique générative. Alors souvent quand on parle de la linguistique, définition en général, c'est l'étude scientifique du langage humain. Alors dernier adjectif humain, c'est souvent, on me pose souvent la question humain parce que est-ce qu'il y a un langage animal ou pas? Sur ce point, on distingue souvent ce qu'on appelle langage non verbal et le langage verbal. Quand on dit langage, alors souvent on se demande les animaux, certains animaux, les chimpanzés ou même des insectes comme les abeilles et d'autres, oui, ils ont une certaine communication, ce qui est vrai, c'est ce qu'on appelle souvent un code. Mais il s'agit souvent d'un langage non verbal, par opposition au langage verbal qui est juste réservé à l'être humain. Alors, évidemment, certains animaux, les chimpanzés ou même les baleines, les mammifères, les baleines et d'autres, nous avons des chants, des cris, etc., qui permettent d'avoir une certaine communication. Alors, en quoi se distingue le langage verbal et le langage non verbal? C'est que le langage humain et les verbales, c'est surtout ce qu'on appelle le langage articulé. C'est il faut bien saisir ici le terme, le mot-clé qu'on appelle le langage articulé. Ça veut dire qu'il y a, où l'être humain est le seul espèce qui possède cet appareil, si vous voulez dire, de l'appareil phonatoire et d'autres qui lui permet d'articuler les mots et les sons, ce qu'on appelle le langage articulatoire. Et ce qui d'ailleurs distingue aussi le langage humain, c'est que cette caractéristique, c'est ce qu'on appelle le langage humain, il possède double articulation. Alors c'est quoi double articulation? Alors ça c'est valable pour toutes les langues humaines aujourd'hui. Donc double articulation, nous avons deux. La première articulation concerne les unités de sens. Chaque mot, chaque phrase, chaque production, si vous voulez dire, langagère humaine, nous avons toujours les unités de sens. Alors on distingue là, les unités de sens, ça veut dire ce qu'on appelle souvent l'hémonème, ça veut dire chaque mot possède normalement un minimum de sens, la plus petite unité minimale. C'est ce qu'on appelle l'hémonème ou les morphèmes, on va distinguer après. Si par exemple, je prends un exemple comme le mot partira, vous avez ici un mot en orthographe, mais il est composé de deux unités minimales distinctives du sens, qu'on appelle l'hémonème. Alors le premier monème, c'est partir, le verbe partir, etc. Et puis vous avez cette terminaison, c'est ce qu'on appelle cette espèce de terminaison de la conjugaison qui exprime le futur, qui ira en français, troisième personne du singulier. Voilà un autre monème qu'on appelle, comme une autre terminologie, un morphème. Donc on distingue un monème quand il s'agit de lexique, puis un morphème quand il s'agit de la grammaire. Parce que ici, comme la conjugaison pour distinguer ici ce qui appartient à la grammaire, comme futur ici, ra, c'est un morphème. Et puis, ça c'est première articulation, le langage humain. Et puis deuxième articulation, comme on a dit tout à l'heure, chaque monnaie, ou chaque unité de sens, est divisée en elle-même en d'autres petites unités, ce qu'on appelle les plus petites unités distinctives. C'est-à-dire ce sont des éléments sonores, ou des phonèmes. Donc, quand partira, vous avez pas, puis peu, vous avez a, le re, le t, puis i, puis ra, et a. Donc, vous voyez comment on fait un découpage à chaque fois en éléments du sens
Et puis à partir de là, donc ça c'est en ordre, et puis à partir de là, on distingue une unité distinctive qui ce sont les éléments sonores. Ça c'est pour faire cette opposition, si vous voulez, distinction entre le langage non verbal et puis le langage verbal qui est réservé aux êtres humains. Donc voilà un petit peu sur, d'une manière bref, ce qui est pour les langues. Et puis on va maintenant aller directement ce qu'on appelle l'apparition, l'émergence, pour la première fois, ce qu'on appelle la linguistique générale. Et la linguistique est fondée par ce qu'on appelle le père de la linguistique générale, ça veut dire le premier qui a fait de la linguistique un objet scientifique, c'est Ferdinand de Saussure au début du siècle dernier, ça veut dire le XXe siècle. Alors, Ferdinand de Saussure et la linguistique ou l'émergence de la linguistique. Alors, comme je disais tantôt, une des tâches de la linguistique, et là je cite un peu Ferdinand de Saussure, sera de délimiter et de se définir elle-même. Son objet privilégié sera la langue telle qu'elle fonctionne à un moment donné de l'histoire et non pas la parole en tant que système en évolution. Là, dans cette citation, vous avez toute la théorie, ou si vous voulez, toute la pensée de la linguistique structurale de Saussure, avec son ouvrage fondamental, c'est un ouvrage posthume. Posthume, ça veut dire que l'ouvrage a été publié après la mort de l'auteur. Et intitulé Cours de linguistique générale, ce sont des cours, si au pluriel, qui a été publié par deux de ses étudiants après sa mort, donc à l'université de Genève ensuite. Alors, c'est quoi la linguistique générale? Autrement dit, en quoi consiste la linguistique de Ferdinand de Saussure? Comme je disais, donc la linguistique, pour la première fois, est devenue l'objet de scientifique. En gros, les grands axes de la pensée de Saussure consistent à distinguer, premièrement, l'opposition entre la langue et la parole. Avant Saussure, on ne parle pas de cette distinction. Alors, cette première opposition, distinction, nous permet déjà d'avoir un petit peu l'idée de Saussure ou l'émergence de la linguistique moderne. La langue, je cite Saussure, est à la fois un produit social de la faculté des langages et un ensemble de conventions nécessaires. Produit social. Et ça, c'est très important de le souligner. Produit social, vous savez que la langue est toujours liée à la société. Il n'y a pas de langue, de langage sans société. L'inverse aussi, c'est vrai. Il n'y a pas de société sans langage humain. On parle ici de sociétés humaines, évidemment. C'est les deux indissociables. Quand on parle de la langue, ça veut dire forcément il y a une société humaine. Et puis quand on parle d'une société humaine, forcément nous avons une langue ou plusieurs langues. Donc vous avez une institution sociale, vous voyez que c'est un code qui est partagé. C'est pour ça qu'on parle des conventions sociales. Voilà ce qui est la langue. La parole, par contre, c'est l'utilisation concrète, c'est la réalisation individuelle de chacun, de sa propre langue ou de la langue qu'il a apprise. Voilà, la parole est un acte individuel, de volonté. Voilà, pour cette opposition entre langue et parole. Et au-delà, donc c'est là où que Saussure va développer un petit peu sa théorie. Le Ferdinand de Saussure, donc début du siècle dernier, comme j'avais dit tout à l'heure, il va privilégier ici ce qu'on appelle l'étude synchronique de la langue. Comme j'ai dit tout à l'heure dans la citation, étudier la langue dans un moment précis de son histoire et non pas dans son évolution. D'où l'opposition, les distinctions, ce qu'on appelle souvent diachronie
synchronie. Diachronie, vous avez dia, ça veut dire à travers, synchronie, synchronos, ça veut dire à travers l'histoire. Et puis, vous avez synchronie, ça veut dire avec le temps, étudier la langue telle qu'elle fonctionne dans un moment précis de l'histoire, c'est-à-dire le fonctionnement de la langue telle qu'elle fonctionne, et non pas son histoire, ça veut dire chercher l'histoire de cette langue, son évolution, l'étymologie des mots, etc., comment ils changent à travers l'histoire. Et ça, dans ce cas-là, Saussure a privilégié l'étude synchronique de langage. Alors, pour continuer, donc, il y a donc toujours dans le développement de la théorie de la linguistique de Ferdinand de Saussure, il a développé ce qu'on appelle une théorie de signes. Alors, pour fonder cette démarche scientifique, donc Saussure élabore également ce qu'on appelle les théories de linguistique. Alors, c'est quoi ces théories de linguistique? Ça veut dire chaque signe linguistique est composé fondamentalement, obligatoirement, de deux faces. C'est ce qu'on appelle le signifié et le signifiant. Donc chaque mot, chaque terme, ça a toujours double face. Signifiant, signifié, signifiant. Signifié, ça veut dire c'est ce concept abstrait. Quand je dis par exemple cheval, en français par exemple, l'individu qui prononce ça ou qui l'écrit ou qui le lit, automatiquement, normalement, dans son cerveau, il y a l'image de l'animal tel qu'elle existe dans la réalité. C'est ce concept abstrait. Et ça, c'est Saussure, la première fois qu'il a parlé de ça. En même temps, il y a le signifiant, ça c'est le côté matériel, c'est le son, S-O-N, ça veut dire c'est l'image acoustique, telle qu'on le prononce dans la langue dont il est question. En français, par exemple, j'ai des cheval, donc vous avez cheval, donc cheval, vous avez une suite d'unités de son qui fait que j'aurai le mot cheval. Donc vous voyez, arbre, c'est la même chose, hein, vous avez déjà le concept tel qu'il existe dans la réalité, ça c'est le côté signifié, donc le concept du sens, et puis vous avez le côté signifiant. Donc voilà, qui correspond donc à une phase conceptuelle qui correspond à un contenu sémantique de signes. Et puis, toujours dans la suite de ça, Saussure a développé donc, et ça aussi, la particularité du signe linguistique des mots. Par exemple, c'est ce qu'il appelle l'arbitraire du signe linguistique. Ça veut dire quoi? L'exemple que je donnais tout à l'heure, par exemple, comme le mot cheval, entre le signifiant, entre le signifié, le concept, ça veut dire l'image telle que ça existe dans la réalité, et puis le signifiant, l'image sonore, pour Saussure, la relation entre les deux, ça veut dire il n'y a aucun lien logique. Si en français on appelle cet animal un cheval, c'est une convention qui est sociale. Il n'y a aucun lien logique ou naturel qui peut expliquer qu'on a appelé un animal ainsi. Qu'on a appelé par exemple l'arbre en français, c'est comme ça, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle l'arbitraire. D'ailleurs, la preuve de cet arbitraire de signes pour Saussure, ça veut dire pour chaque langue a sa façon d'avoir ou d'appeler un cheval. Ça veut dire en français, si nous avons cheval, en anglais, vous avez horse, en arabe, vous avez l'khil, en amazigh, vous avez ayis, etc., etc. Ça veut dire que chaque langue a sa façon de dénommer ces concepts. Voilà un peu, si vous voulez, le justificatif ou la preuve qu'en quoi ce lien qui est arbitraire. Et ce lien, ce qu'on appelle arbitraire du signe linguistique, c'est valable pour toutes les langues. Hein. Je rappelle, puisque en parlant des langues, aujourd'hui, quand on parle des langues, il faut savoir qu'on a entre 6000 et 7000 langues dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Et quand on dit langue, c'est tout ce qui permet de communiquer. Attention, alors souvent les étudiants ils nous demandent, oui mais la langue, mais vous avez des dialectes, tout ça. Ici, non. Toute langue n'était qu'un dialecte qui avait pris le pouvoir auparavant, pouvoir politique, économique et d'autres. Le français n'était qu'un, le français qu'on a aujourd'hui dans le dictionnaire et d'autres n'était qu'un dialecte
de Paris, de la région parisienne, et puis à un certain moment dans l'histoire, selon les conditions, je n'ai pas le temps de tout expliquer ici, a permis à cette langue, à ce dialecte parisien de devenir une langue que vous connaissez aujourd'hui comme le français. Voilà, c'est juste pour avoir un peu ça. Alors, pour comprendre cette relation arbitraire entre le signifié et le signifiant, donc cette relation arbitraire de Ferdinand de Saussure, elle oppose ce qu'elle appelle le symbole. Par exemple, si vous avez le concept de justice, le concept qui est abstrait, justice, ben souvent on utilise la balance. Vous savez, la balance, pas les balances électriques comme aujourd'hui, mais les balances en tant que matériel que vous connaissez. Alors, donc ici on est dans le symbole, entre le concept qui est justice et la balance, ben la relation il est ici logique. Ça veut dire qu'il est naturel. On comprend pourquoi on a choisi, toutes les sociétés d'ailleurs, une bonne partie des sociétés humaines, on a choisi la balance, parce que la balance, il faut que l'aiguille soit juste et équitable. Comme ça, on parle de la justice. Voilà, c'est juste pour opposer un petit peu entre l'arbitraire de signes linguistiques et le symbole. Autre point intéressant ici, c'est que Ferdinand de Saussure a développé, évidemment de tout ça, c'est que la langue est il faut le considérer comme un système. Donc voilà pourquoi on appelle ça le structuralisme. Ou encore comme une structure, ces termes qui sera privilégié par la suite dans la théorie de Ferdinand de Saussure. Et quand on dit la langue est un système, c'est que chaque signe linguistique tire sa valeur non pas de lui-même, mais des autres signes qui sont en rapport avec lui, dans la même chaîne, soit de la parole, soit de la langue. C'est pour ça qu'on parle, tout est structuré. Il suffit de toucher un signe, un seul signe linguistique, ben les autres, ils vont être affectés. D'où ce qu'on appelle la linguistique structurale. Donc ça, c'était avec Saussure, et puis Saussure, quand il est décédé, comme j'ai dit tout à l'heure, donc ses cours ont été publiés sous forme de l'ouvrage, comme je répète encore, ouvrage fondamental, où vous avez tout assez traduit dans beaucoup de langues. La première édition date de 1916, mais la réédition a été faite et refaite plusieurs fois, dans beaucoup de langues. Et puis vient ce qu'on appelle l'école de Prague. L'école de Prague, ou la théorie, ou la naissance de la linguistique structurale, c'est juste le développement, ce qui a été déjà fait par Saussure. C'est né dans les années 30 et 40, qu'on appelle ça l'école de Prague, surtout avec deux linguistes, Nicolas Trubetskoy et Roman et Jakobson, qui sont un peu les figures de proue et l'héritière de la théorie de Ferdinand de Saussure. Et d'une manière générale, c'est qu'ils ont développé cette approche structurale du langage humain. Et c'est grâce à eux, d'ailleurs, on connaît mieux aujourd'hui un petit peu la linguistique structurale de Saussure. Alors, en deux mots, quoi consiste ça? Alors, en 1929, ce groupe de linguistes avec Trubetskoy et Jakobson, ils ont élaboré ce qu'on appelle le manifeste de la linguistique générale, qui pose un peu les jalons des linguistiques à l'époque qu'on appelle ambitieuses. Ils considèrent la langue dans toutes ses dimensions, sonore, morphologique, morphosyntaxique et sémantique. Alors, je vais expliquer de quoi il s'agit. Là, vous avez un petit peu les grands axes de la linguistique structurale. Alors, j'ai dit tout à l'heure que Ferdinand de Saussure a commencé à développer, a dit que l'étude de la langue telle qu'elle fonctionne, avec l'école de Prague, ils ont développé un peu plus, qui distingue que chaque langue doit être étudiée dans son fonctionnement. Et le fonctionnement de toutes les langues, de chaque langue humaine, c'est quoi? Et c'est dans l'ordre. D'abord, il est composé de niveau sonore. Chaque langue est composée au niveau sonore, ça veut dire que chaque langue a un nombre limité de sons.
ou ce qu'on appelle des phonèmes. Ça, c'est premier. Deuxième, le niveau morphologique, ça veut dire après, c'est ça en ordre. Vous avez d'abord le son et puis ensuite vous avez la morphologie, ça veut dire la formation des mots, la composition, la dérivation et d'autres. Troisième niveau, toujours dans l'ordre, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement ou le niveau syntaxique. Quand on dit syntaxique, ça veut dire ici c'est l'ordre des mots dans la phrase. Chaque langue a sa façon d'organiser ou d'ordonner les mots. On parle toujours sujet, verbe, objet, mais ça dépend des langues. Il y a des langues qui commencent par l'objet, ensuite vous avez verbe, et puis ensuite vous avez sujet, ou l'inverse. Ça, c'est très important de voir ça dans chaque langue. Et puis ensuite, donc, une fois on commence par le sonore, morphologique, la formation des mots, vient la troisième que je viens de citer qui est syntaxique, l'ordre des mots, vient en quatrième et la dernière partie, ce qu'on appelle le niveau sémantique, c'est après que vient le sens des mots et des phrases. Et ça évidemment c'est l'école de Prague qui a bien développé ces 4 niveaux dont fonctionnent toutes les langues naturelles. Évidemment l'école de Prague a privilégié l'étude synchronique des langues, parce que c'est plus important d'étudier la langue en elle-même, telle qu'il fonctionne dans un moment précis de son histoire, comme j'avais dit tout à l'heure. Et puis, il faut que je dise quand même, avec l'école de Prague, c'est à cette période-là de la linguistique générale que c'est immergé, développé, c'est ce qu'on appelle après la phonologie. Alors, c'est quoi la phonologie? C'est l'étude des sons, S-O-N, pertinents du langage. Ça veut dire, par exemple, vous savez, dans chaque langue, nous avons un nombre de sons qui est limité. Et, par exemple, en français, si je dis bateau, râteau, donc c'est de sens différents. Mais au niveau sonore, même s'il y a un petit rapprochement entre un be et un re, mais malgré ça, au niveau sémantique, c'est complètement différent. Alors, on distingue un be, bilabial, et puis on distingue un re. Donc voilà, les oppositions phonologiques fonctionnent quand il y a une opposition sémantique. Je donne un exemple, par exemple, en amazigh de Sousse, par exemple, le tashlhit, on distingue un easy, aisé. Je répète, easy et aisé. Et ça, juste au niveau d'un seul phonème, ici, au niveau de za. Alors, le premier easy, c'est mouche, et aisé, c'est la vésicule biliaire. Donc, vous voyez, vous avez une opposition sémantique. Automatiquement, vous avez aussi une opposition phonologique. Le premier, c'est un ze normal, et puis le deuxième, ce qu'on appelle tfrim, ça veut dire emphatique ou l'emphase. Vous avez un renflement de la racine de la langue, d'où on distingue en amazigh un ze simple et un za emphatique. C'est ce qu'on appelle l'opposition phonologique, et ça a été beaucoup développé avec Trubetskoy et d'autres après, ce qu'on appelle la phonologie. Donc voilà, en ce qui concerne l'école de Prague avec le développement de la linguistique structurale, et puis après, ça c'est autre chose, vient à émerger au début, les années 50, 60 du siècle dernier, c'est ce qu'on appelle la théorie générative de langage, avec un linguiste qui est assez connu à l'époque et encore aujourd'hui, Noam Chomsky. C'est quoi? Parce que souvent on pose la question, alors en s'appuyant sur des modèles à l'époque, les années 50, surtout aux États-Unis et d'autres pays européens, c'est le modèle de l'ordinateur et du code génétique qui s'est beaucoup développé à l'époque. Noam Chomsky a proposé une théorie du langage qui fournit un modèle d'explication rationnelle. Hein. Ici, j'insiste sur le mot rationnel, des relations entre le cerveau humain et le langage. Alors, ça c'est quoi? Alors, je vais expliquer ça en 2 mots. Je vais citer une citation qui explique tout. Citation de Noam Chomsky. Savoir une langue, c'est produire et reconnaître des phrases qui n'ont jamais été utilisées auparavant. C'est-à-dire, je peux connaître une langue étrangère, en dehors de ma langue maternelle, sans
être capable, je ne suis pas obligé d'entendre toutes les phrases de cette langue. Par exemple, j'apprends le russe, je ne suis pas obligé d'apprendre toutes les phrases de langue russe pour que je puisse être capable de parler le russe. Et ça, c'est un peu, si vous voulez, un peu la théorie de Chomsky qui se base surtout sur la syntaxe des langues. Pour lui, toutes les langues naturelles, ils ont une syntaxe, évidemment, oui, mais à partir de cette syntaxe, nous avons ce qu'il appelle les noyaux de phrases. À partir de là, à partir de ces noyaux de phrases, c'est ce que Chomsky appelle, donc à partir de ces noyaux de phrases, ce sont ces noyaux dans notre cerveau qui génèrent, voilà pourquoi on appelle ça la théorie générative, qui génèrent d'autres phrases qui sont produites dans la langue. D'où l'opposition de Chomsky qu'il appelle compétence et performance. Compétence, c'est cette faculté implicite que nous avons dans notre cerveau, ce sont ces noyaux que j'ai dit tout à l'heure, et la performance, ce sont ces réalisations individuelles de chacun. Ce sont des réalisations individuelles. Donc cette opposition compétence et de faculté implicite que nous avons dans notre cerveau, qu'on peut étudier, et puis vous avez la performance, c'est-à-dire la réalisation. Et là, nous avons ici ce qu'on appelle un modèle universel que veut, ça veut dire que c'est Chomsky qui a dit, un modèle universel qui est propre à toutes les langues humaines. Voilà pour ce cours d'initiation à la linguistique générale.